Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine. Et cette semaine, on va parler blockchain public, on va parler d'ING Bank, on va parler de Nike et aussi on va voir pourquoi le marché a baissé tout soudainement ce lundi. Et ça, c'est pour tout de suite. On démarre l'épisode de cette semaine par qu'est-ce qui s'est passé ce lundi. On voit d'abord, si on regarde les courbes ici, qu'on était à 194 milliards, on est descendu une première fois aux alentours de 187 milliards, et puis on s'est complètement écroulé aux alentours de 176, et même ici on a fait, je crois, on est redescendu, si j'arrive à mettre ma souris voilà, au bon endroit, on est à 175 milliards pour remonter depuis les dernières 24 heures. Ce qui fait que si on regarde la courbe ici à 7 jours, donc ça c'est toujours la troisième colonne qu'il faut regarder, on est complètement dans le rouge, même si sur 24 heures on voit que le Bitcoin a pris 7,7%, Ethereum 3,8%, Bitcoin Cash 5,9%, Litecoin 6%, EOS 10%, malgré tout, tous les tokens sont vraiment à la baisse. Donc sur la semaine, le Bitcoin est quand même à moins 0,5%, mais l'Ethereum a pris vraiment un gros coup à moins 11%, Ripple à moins 15%, et ce, malgré donc les hausses d'il y a 24 heures, et tout le marché comme ça est dans le rouge. C'est assez catastrophique. On a atteint hier, encore une fois, des niveaux les plus bas pour certains tokens, donc largement en dessous de la crise de 2017-2018 et pour beaucoup largement en dessous des prix d'ICO. Donc on atteint vraiment des bas. Si on regarde ici où on en est par rapport au cône que j'avais dessiné, cette tendance baissière, on en est sorti il y a 24 heures et là on a l'impression que la ligne ici qui était la résistance devient un support. Donc on va voir dans la semaine comment ça évolue. Alors la chute a démarré suite à la sortie du rapport de Chainalysis, donc le 16 décembre, sur Token Plus. Token Plus qui est un gros scam, et même on peut dire le plus gros scam de l'histoire des cryptos. Il faut savoir quand même que les hackers ont récolté 180 000 Bitcoin, 6 400 000 Ether et 111 000 Tether. Même si la plupart des gens ont été arrêtés, on parle de 6 personnes, il y en a encore qui courent dans la nature, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis septembre, ils liquident les tokens qu'ils ont récoltés. Alors dans le rapport Chainalysis, ils expliquent exactement comment les hackers s'y sont pris. Donc ils expliquent comment ils font pour blanchir les fonds à travers des rebonds. Donc ce sont des gens quand même qui sont expérimentés dans le blanchiment d'argent. On voit qu'ils passent de wallets vers d'autres wallets, vers des marchés OTC, vers UOBIT, etc. etc. Donc c'est des gens très expérimentés. Ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'ils mettent que certaines chutes du marché correspondent à la vente de Bitcoin par Token Plus. Là, je ne vais pas regarder tout le rapport en détail, mais je vais laisser en tout cas le lien dans la description. Moi, ce que j'espère, c'est que soit les derniers malfaiteurs soient attrapés, soit qu'ils liquident ce qu'ils ont encore à liquider. Il y en a encore beaucoup. On parle quand même de 20 000 Bitcoin et de 700 000 Ethereum qui sont encore potentiellement à liquider. Mais une fois que ça sera passé, que l'année prochaine, on aura en plus le halving du Bitcoin, j'espère que le marché deviendra beaucoup plus sain et qu'il va remonter. Alors on passe maintenant à l'actualité qui, elle, est heureusement un petit peu plus positive. On va démarrer d'abord par une annonce de l'International Chamber of Commerce qui est présentée dans l'article comme une des plus grosses organisations au monde. Ils vont tester Ethereum dans une application en production. Donc c'est tout simplement la bourse qui gère les crédits carbone pour l'industrie de l'aviation au niveau mondial. Alors, on parle quand même d'une bourse qui gère 2,5% de toutes les émissions en carbone au niveau mondial. Et donc, ils vont construire une bourse d'échange donc, sur la plateforme.
et c'est un partenariat entre l'International Chamber of Commerce, Air Carbon et Perlin qui va, elle, construire la solution sur Ethereum. Donc là, on ne parle pas quand même d'une petite application dans un coin, mais une application importante par rapport à la gestion de la pollution sur la planète. Et ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que ça va être basé sur Ethereum. Une statistique encore intéressante de la Bank of America Merrill Lynch qui a publié son classement des meilleurs et des pires investissements de la décennie. Et devinez quoi, le numéro 1 des investissements des 10 dernières années, c'est le Bitcoin. Donc 1 dollar investi en Bitcoin, aujourd'hui, ça vaudrait 90 000 $. Donc chapeau à ceux qui ont eu le nez creux et qui ont investi quelques dollars il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils n'ont plus beaucoup à s'en faire. Une nouvelle qui nous vient de Reuters que je trouve plutôt négative, c'est le fait que la Chine représente 66% des mineurs. Et plus précisément, il représente 66% du hashing power. Donc c'est une statistique qui est parue le 11 décembre. Et si on zoome même dans cette statistique, on s'aperçoit que 50% du hash rate provient de la province de Sichuan. Alors, on a vu dans les épisodes précédents qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui sont en train de se faire aux États-Unis avec la construction des plus gros data centers pour le minage du Bitcoin, les plus gros data centers au monde, mais ces data centers ne sont pas encore montés, en tout cas opérationnels. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la Chine qui pousse le minage du Bitcoin. Ça, je pense que c'est pas très très bon d'avoir un pays comme ça qui monopolise 66% de toute la puissance au niveau du Bitcoin. Donc j'espère qu'en 2020, ces gros data centers concurrents vont être en production et qu'on arrivera à avoir quelque chose d'un petit peu mieux réparti au niveau mondial. Autre information qui concerne l'adoption dont j'ai voulu parler cette semaine, on a le géant de la chaussure de sport Nike qui vient de déposer un brevet pour tokeniser des chaussures de sport en tant que jetons non fongibles, donc en anglais ce qu'on appelle les non-fungible tokens. Alors d'abord, en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'un token non fongible? C'est un token qui a la propriété d'abord d'être unique, d'être indivisible et qui ne peut pas être reproduit, donc ce qui permet de donner une certaine valeur au token, et donc ça permet d'identifier des objets uniques ou alors des objets qui sont dans une série. Alors Nike pour cela, il souhaite utiliser non pas les tokens ERC20, mais les tokens ERC721 et ERC 1155 pour donc authentifier physiquement les chaussures. Alors comment ça va fonctionner? Le token sera débloqué à l'achat de la chaussure. Donc pour cela, l'utilisateur il va prendre son téléphone, il va installer une app certainement Nike, et puis il devra scanner un code d'identification. Alors c'est intéressant ça à plusieurs reprises, d'abord parce que ça va s'assurer que les chaussures qu'on achète ne sont pas des copies. Alors en Europe, en général, on est quand même assez sûr des produits qu'on achète, mais il y a beaucoup de pays au monde, en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique, où malheureusement il y a beaucoup de copies. Là, ça va permettre d'assainir complètement le marché. Et pour certains produits, même en Europe, là, ça va permettre de confirmer la rareté de certaines séries de chaussures. Il faut savoir qu'il y a certains modèles qui valent plusieurs milliers d'euros, et il y a même des modèles qui se collectionnent en petites séries et autres. Et donc ça va permettre de recevoir un token, de pouvoir associer la chaussure au token, et puis de pouvoir montrer qu'on a bien, avec son téléphone, qu'on a bien cette chaussure à sa disposition. Et ensuite, si on veut vendre la chaussure, on vendra la chaussure avec le token. Donc apparemment, ce que voudrait peut-être faire Nike, c'est qu'une fois qu'on a le token, il y a une petite animation de la chaussure qui soit générée quand le token s'installe ou quand on montre le token sur son téléphone. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le concept assez intéressant et ça va vraiment dans l'air du temps. On va vers la digitalisation un petit peu de tout dans ce monde.
On va aussi pour certaines personnes vers l'effet du collectible, donc on va vers les cartes à collectionner, on peut aller vers les chaussures de sport à collectionner, et donc on peut espérer en tout cas que Nike adopte cette technologie dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors c'est pas effectivement pour tout de suite, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est encore Ethereum public, qui est choisi pour ce projet. Toujours des nouvelles qui vont dans l'adoption des cryptos. Ça nous vient cette fois-ci de la banque ING, donc c'est révélé par Reuters. Alors ING, c'est cette grosse banque néerlandaise, hein, pas simplement néerlandaise, parce qu'elle est un petit peu partout aujourd'hui en Europe. On apprend qu'ils sont en train de travailler sur un projet de stockage crypto pour leurs clients. Alors ils disent bien chez ING que c'est qu'un début, mais ils ont quand même dit par écrit à Reuters, ils voient, donc je cite, ils voient des opportunités croissantes en ce qui concerne les actifs numériques. Ça c'est intéressant d'avoir ce type de nouvelles par rapport à une banque. Il y a quelques semaines, si vous nous suivez, on avait les banques allemandes qui sont en train de faire passer une loi pour qu'elles puissent à la fois stocker les cryptos, mais aussi permettre à leurs clients d'en acheter. Et là maintenant, on a la principale banque hollandaise qui va dans cette direction. Alors on en arrive quand même tout doucement à la fin de l'année. Pour moi, c'est une des dernières vidéos. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, aussi pour tous ceux qui soutiennent la chaîne à chaque vidéo dans les commentaires. Bon, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. En tout cas, ça m'encourage à continuer ce travail. Pour rappel, c'est vraiment une activité bénévole qui prend quand même pas mal de temps. Et j'ai voulu, dans cette vidéo, avant de terminer, avoir un petit peu un pronostic de vers quoi pouvait aller le Bitcoin sur 2020 et dans les années à venir. Alors attention, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste recenser des pronostics que j'ai trouvés sur la toile. Alors, on va démarrer avec Ross Ulbricht, qui est autre que le fondateur du marketplace aujourd'hui disparu, Silk Road. Alors, lui, il pense que le Bitcoin atteindra 100 000 $ en 2020. Alors, il faut savoir qu'il est en prison, donc il a le temps en tout cas d'analyser les courbes. Et donc, lui, il dit qu'il a travaillé sur une théorie qui s'appelle la théorie de Elliott Wave, donc la vague Elliott. Et donc, ça lui permet de penser que le Bitcoin sera aux alentours de 100 000 $. Ensuite, on a Plan B. Alors, Plan B, lui, c'est un crypto-analyste. Alors, je vais monter un petit peu, voilà. Et donc, lui, il pense plutôt que le Bitcoin devrait être, après le halving, aux alentours de 55 000 $ pour atteindre plutôt 100 000 $, mais vers 2021, vers fin même 2021. Ensuite, on a le journaliste et trader américain Max Keiser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un de ses shows, mais c'est toujours intéressant de voir parce que il y a toujours beaucoup d'actions, si on peut dire. Et pour lui, le Bitcoin devrait atteindre 28 000 $ en 2020. Ensuite, on a Tom Lee, qui est crypto-analyste chez Frontstat, et lui, il a diminué ses prédictions. Il avait dit que le Bitcoin devrait atteindre en fin de cette année 40 000 $. On voit que là déjà, on en est très très loin. Il s'est complètement trompé. Ce qui fait qu'il revoit aussi ses analyses pour 2022. Et pour lui, le Bitcoin devrait être aux alentours de 25 000 $. Donc on est très très loin déjà des 40 000 $ pour cette année. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que les prédictions pour 2020, elles me semblent beaucoup plus réalistes que les prédictions qu'on avait il y a 1 ou 2 ans, où on parlait d'un Bitcoin à 200 000, à 500 000, à 1 million et parfois même plus. Là, on revient sur Terre. Oui, le Bitcoin devrait augmenter avec l'effet halving, avec l'effet adoption, peut-être un effet ETF, mais on le voit pour certains, passer de 7 000 $ à 28 000, à 50 000, et c'est rare qu'il y en ait qui osent s'aventurer aux alentours de 50 000.
Ensuite, si on voit à plus long terme, on a par exemple ici Bo Bili, qui est le fondateur de l'exchange BTCC, qui est maintenant en charge de la société de fabrication de hardware wallet qui s'appelle Ballet, et qui est aussi, il faut le dire, un Bitcoin maximaliste. Et lui, il pense que lors de la prochaine vague, alors la prochaine vague, ça peut être fin 2021, début 2022, lui, il pense que le Bitcoin dépassera les 100 000 $. Donc là, c'est un 100 000 $, mais à beaucoup plus long terme. On va terminer les prédictions avec Tim Draper, qui est presque plus à présenter parce qu'il donne beaucoup d'interviews dans la presse. Alors c'est le fondateur de Venture Capitalist, et lui, sa prédiction maintenant, c'est que le Bitcoin pourrait atteindre en 2022 250 000 $, et ce à cause de l'adoption grandissante du Bitcoin sur le marché. Alors, mettez dans les commentaires votre prédiction, vers quoi vous pensez que le Bitcoin va aller, est-ce que vous pensez qu'il va augmenter par rapport à là où il en est, et si oui, mettez votre pronostic. Je tiens à préciser donc qu'il va y avoir des vidéos pendant les fêtes de fin d'année, mais ce sont des vidéos que j'ai préenregistrées, et normalement, si tout va bien, je devrais refaire une vidéo normalement le 30 ou le 31 décembre. Donc, bonne fête à tous, et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao!